Ma cousine a menti en disant que je l'avais mise enceinte. Mes parents m'ont déshérité. Ma petite amie m'a quitté. Et j'ai dû abandonner le lycée et recommencer ma vie à 3 états de distance. 12 ans plus tard, j'ai découvert l'enterrement de mon père sur Facebook. Et un test ADN a enfin révélé la vérité choquante qui a tout changé. J'ai été chassé de chez moi à 18 ans pour quelque chose que je n'avais pas fait. Maintenant, c'est moi qui décide qui reste et qui part. Je m'appelle Daniel Walker, et quand j'avais 18 ans, un mensonge a détruit tout ce que je pensais savoir sur la famille, l'amour et la confiance. J'étais en terminale au lycée, avec tout l'avenir devant moi. Je rêvais de devenir architecte, et mes parents, John et Linda, disaient toujours qu'ils étaient fiers de moi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce qu'un soir, ma cousine Jessica soit assise dans notre salon, les mains tremblantes et les larmes coulant sur son visage. Elle a regardé mes parents et a dit « Daniel m'a mise enceinte ». Je me souviens d'avoir ri, incrédule. « Jessica, arrête ça. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. » J'ai répondu, la voix chevrotante. Mais Jessica s'est simplement blottie dans les bras de ma mère et a commencé à sangloter. Mon père s'est levé, le visage rouge de colère. « Fais tes valises, Daniel. Tu ne vas plus faire honte à cette famille. » Je suis tombé à genoux. « Papa, s'il te plaît. Je n'ai pas fait ça. Faites juste un test ADN quand le bébé naîtra. Vous verrez la vérité. » Mais il a tourné le dos. Ma mère a murmuré. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre cousine ?» Puis est venu le coup final. Émilie, ma petite amie, les larmes aux yeux, a murmuré « Je ne te crois pas. Je ne sais même plus qui tu es. » Et elle est sortie par la porte. Le lendemain matin, tout le lycée savait. Les regards, les chuchotements, les surnoms, prédateurs, manipulateurs, menteurs. Chaque mot était une nouvelle lame qui me coupait de l'intérieur. Je n'ai pas tenu. J'ai abandonné l'école à quelques semaines de la remise des diplômes et je suis parti de la ville avec rien d'autre qu'un sac à dos. J'ai conduit à travers 3 États, dormi dans des motels bon marché et commencé à travailler sur des chantiers de construction. Des journées longues, brutales, sous un soleil brûlant. Mais j'étais déterminé à survivre. Les années ont passé. J'ai lutté pour chaque centimètre de ce que j'ai accompli. J'ai économisé chaque centime, appris chaque métier et ouvert ma propre entreprise. De l'extérieur, j'avais l'air d'une histoire de réussite. Mais à l'intérieur, je portais le poids de la trahison. Quand mon père est mort, personne ne m'a prévenu. J'ai découvert une semaine plus tard, en faisant défiler mon fil Facebook, en regardant des photos d'un enterrement auquel je n'avais même pas été invité. Pendant ce temps, Jessica prospérait. Mes parents, peut-être par culpabilité, ont payé ses études universitaires. Elle s'est mariée avec Marc, un avocat à succès, et ensemble ils ont construit la vie parfaite. Cartes de Noël, photos souriantes en famille, tout ce dont j'avais un jour rêvé. Jusqu'à ce que, il y a quelques semaines, leur fils, Sam, tombe gravement malade. Il avait besoin d'une greffe de foie. Jessica n'était pas compatible. Désespéré, mon frère Michael s'est proposé, puisque nous avions le même groupe sanguin. Plus tard, il m'a appelé et a dit « J'ai pensé que, s'il était vraiment ton fils, alors je devais aider. » Mais quand les médecins ont fait les tests, la confusion a envahi la salle. Le médecin a dit « Vous n'êtes pas compatibles. Et il n'y a aucune relation biologique entre vous et l'enfant. » C'est là que la vérité a explosé. Sam n'était pas mon fils. Il ne l'avait jamais été. Jessica avait menti. Et pendant 12 ans, j'avais porté la punition pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Maintenant, mon téléphone ne cessait de sonner. Messages, appels, audios. Ma mère, pleurant dans la messagerie vocale. Danny, s'il te plaît, reviens à la maison. Nous avons fait une erreur. Mon frère, suppliant. Mec, tu avais raison tout le temps. On va réparer ça. Même Émilie, après toutes ces années, a envoyé un message. Mais je n'ai pas répondu. J'avais construit ma vie sans eux, brique par brique, cicatrice par cicatrice. Et maintenant, ils voulaient revenir. Mais ce n'est même pas la pire partie. Il y a seulement un jour que la vie de Jessica s'est enfin effondrée sous le poids de la vérité. Pendant 12 ans, j'avais porté ce fardeau comme une chaîne de pierre sur la poitrine, m'enfonçant dans le silence, la colère, et une vie que j'avais dû bâtir seule pendant que ma famille me tournait le dos. Je pensais que, quand la vérité sortirait, je me sentirais libre. Mais au lieu de cela, je me sens coincé dans un limbe étrange, ni vengé, ni en paix, juste flottant entre la fureur et la fatigue. Cette nuit-là, après que tout a éclaté, j'ai à peine pu dormir. Mon téléphone s'allumait sans arrêt sur la table de nuit, vibrant tellement qu'il ressemblait à une alarme interminable. Appels, messages, audio, ma mère, mon frère, oncle, tante,
cousin qui n'avait pas prononcé mon nom depuis plus d'une décennie, se souvenait soudain que j'existais. J'ai laissé le téléphone là et je suis resté à fixer le plafond, la poitrine serrée par un flot de souvenirs. Le plus douloureux de tous, la nuit où Jessica, pleurant et tremblante, a prononcé les mots qui ont fini avec ma vie. Daniel m'a mise enceinte. J'avais 18 ans. Avec tout l'avenir devant moi, de bonnes notes, des lettres d'acceptation d'université attendant d'être ouvertes. Mais en quelques semaines après son mensonge, tout a disparu. J'ai abandonné l'école quand j'ai réalisé que personne ne me croirait. La demande d'un simple test ADN a été noyée par le cri de l'indignation collective. Le dégoût de mon père a été le plus fort de tous. Il crachait mon nom comme s'il s'agissait de saleté. Ma mère pleurait comme si elle avait perdu un fils. Mon frère me regardait comme si j'étais un étranger qui avait envahi notre maison. Et Émilie, la fille que j'aimais, m'a quitté avec rien d'autre qu'un regard de répulsion. À 18 ans, je suis sorti de cette maison avec un seul sac à dos, dormant où je pouvais payer. Je travaillais la nuit à empiler des étagères et le jour à porter des briques, les mains en sang, pendant que Jessica faisait l'université, avec les frais payés par la même famille qui m'avait chassé de chez moi. L'amertume de cela ne m'a jamais quitté. Pas même après 12 longues années. Et maintenant, un jour après que la vérité a éclaté, ils étaient devant ma porte. Quand j'ai tiré le rideau ce matin-là, avec le soleil coupant les fentes des stores, j'ai figé. Garé sur le trottoir, il y avait la vieille camionnette rouillée de mon frère Michael, la même qu'il utilisait au lycée. À côté au capot, ma mère, les épaules voûtées, les bras croisés avec force, comme si elle essayait de se protéger de quelque chose de pire que le froid du matin. « Danny !» a-t-elle appelé, la voix rauque, traversant la rue. « Danny, s'il te plaît, ouvre juste la porte. Laisse-nous parler. » La voix de Michael est venue juste après, plus ferme, mais avec une touche de désespoir. « Tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Donne-nous juste quelques minutes. C'est tout ce qu'on demande. » Je suis resté immobile dans le couloir, fixant la porte, la main tremblante près de la poignée. Pendant un bref instant, j'ai presque ouvert. J'ai presque sorti pour laisser les bras de ma mère m'envelopper, comme quand j'étais enfant. Mais alors est venu le flash de mémoire. Le feu dans les yeux de mon père pendant qu'il m'appelait la honte de la famille. Le venin dans la voix de Jessica. Les chuchotements derrière les portes fermées, m'appelant monstre. Où étaient ces voix à l'époque? J'ai fait un pas en arrière, le cœur battant la chamade. Je n'ouvrirai pas, la voix de ma mère s'est brisée quand elle a essayé à nouveau, les larmes coupant les mots. Danny, ce n'était pas ta faute. Nous le savons maintenant. S'il te plaît, ne nous exclus pas. Michael a frappé à la porte. Pas avec force, mais assez pour que le son résonne dans ma tête. Danny, je t'implore. Ne laisse pas ça être la fin. Mais je suis resté silencieux. J'ai entendu les sanglots étouffés, le traînement des pas, le bruit de la porte de la camionnette claquant, et le ronronnement du moteur s'éloignant dans la rue. Ce n'est qu'alors que j'ai pu respirer, bien que ce qui est sorti de mes poumons ait été plus d'amertume que d'air. Je me suis dit que c'était la fin, que maintenant je pourrais poursuivre ma vie en paix. Mais je me trompais. Plus tard ce jour-là, j'étais sur le chantier de construction où je travaille. L'air était lourd de poussière, le soleil se reflétant sur les poutres d'acier. Les manches de ma chemise étaient retroussées, la sueur coulant dans mon dos. C'est alors que j'ai entendu la voix de Michael. « Danny !» Je me suis retourné. Il était là, au milieu du chantier, le visage fatigué, mais déterminé. L'équipe a arrêté ce qu'elle faisait. Le bruit du métal a cessé. Les perceuses se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers nous. Michael s'est approché lentement, les mains levées, comme s'il craignait que je m'enfuis. Je sais que tu ne veux pas me voir ici, mais je devais venir. Tu n'as aucune idée de combien je suis désolé. De combien nous le sommes tous. J'ai serré la mâchoire, la voix basse et tranchante. Tu ne devrais pas être ici. Mais il a continué. Nous avons eu tort. J'ai eu tort. J'aurais dû être de ton côté. J'aurais dû me battre pour toi. Mais je suis resté silencieux pendant que tu perdais tout. Pendant que, à 18 ans, tu suppliais qu'on te croie. Et je suis juste resté là, et c'est quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie. Mon équipe se remuait, mal à l'aise, observant. Une chaleur m'est montée au corps, mélange de honte et de fureur. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la structure inachevée de la maison. « Danny, ne fais pas ça !» Il a crié, la voix chevrotante. « Juste une conversation. C'est tout ce que je demande. » Je me suis arrêté, me suis retourné soudainement, et mes mots ont coupé l'air comme du verre brisé. Une conversation. Tu as eu 12 ans, Michael. 12 ans pendant que je me traînais hors de la boue, dormais dans des motels et travaillais jusqu'au sang. Tu aurais pu demander une conversation à l'époque.
Mais tu ne l'as pas fait. Ses yeux ont brillé. Ses lèvres se sont ouvertes. Mais j'avais déjà tourné à nouveau. J'ai continué à marcher. La poussière montait de mes pas, et derrière moi, le silence est tombé lourd comme de la pierre. Cette nuit-là, les nouvelles ont commencé à se répandre dans la famille. Jessica, l'ancienne fille en or, était maintenant maudite dans chaque chuchotement. Les parents qui l'exaltaient auparavant pour son courage crachaient maintenant son nom avec mépris. Ils l'appelaient menteuse. Voleus. Ils disaient qu'elle avait drainé l'argent de la famille pour étudier pendant que je luttais avec des miettes. La marée avait tourné. Mais il était trop tard pour que je m'en soucie. Le monde de Jessica s'effondrait. Son fils, Sam, s'affaiblissait à l'hôpital, le corps frêle luttant une bataille perdue. Le mari, Mark, n'a plus supporté les mensonges. Avocat, attaché à la vérité, il a fait ses valises et est parti, incapable de vivre dans une maison construite sur le mensonge. Et, aussi destructrice qu'elle ait été pour ma vie, je n'arrivais pas à endurcir mon cœur contre Samedi. Il était innocent, un garçon piégé dans les décombres des mensonges de sa mère. Cette pensée me brûlait de l'intérieur. Les appels ont recommencé à inonder mon téléphone. Oncle, tante, cousin, tous avec des voix douces empoisonnées de regrets. Nous avons toujours eu des doutes. Nous n'avons jamais totalement cru en elle. Mensonge. Où étaient ces doutes quand j'avais 18 ans et que je suppliais pour un test? Où étaient-ils quand j'ai dû abandonner l'école, l'avenir, la vie dont je rêvais? Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Cette nuit-là, assis à mon bureau, avec la lumière faible de la lampe de chevet projetant des ombres sur le mur, mon ordinateur a bipé. Un nouveau message dans la boîte de réception. Le nom de l'expéditeur a fait geler mon sang. Uncle Bob. Le père de Jessica. Mes mains ont tremblé en cliquant pour ouvrir. Les mots étaient peu nombreux, mais chacun a frappé comme un marteau. Daniel. Je sais que tu n'as aucune raison de vouloir m'écouter. Je sais que les dégâts sont irréparables. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton père t'a laissé quelque chose dans son testament. Cela t'appartient, et à toi seul. Je ne dirai pas ce que c'est, mais je t'implore, reviens à la maison et vois de tes propres yeux. Si après cela tu veux repartir, personne ne t'en empêchera. Je me suis éloigné de l'écran, la poitrine serrée, l'esprit en tourbillon. Mon père. L'homme qui m'avait chassé, qui avait refusé de me regarder après le mensonge de Jessica, m'avait laissé quelque chose. Mais pourquoi? Culpabilite. Un souvenir cruel de ce que j'avais perdu? Ou était-ce quelque chose de complètement différent? Pour la première fois en 12 ans, j'ai senti le doute me ronger de l'intérieur. Dois-je y aller? Dois-je découvrir ce qu'il a laissé? Ou dois-je laisser le passé pourrir là où il appartient? Je n'ai pas encore cette réponse. Mais ce que je sais, c'est ceci. L'histoire n'est pas encore terminée. Mise à jour 1. Revenir en voiture dans la ville dont j'avais fui à 18 ans était comme entrer dans une photographie qui avait resté trop longtemps au soleil. Tout semblait pareil, mais décoloré. Les façades étaient usées, les trottoirs fissurés, et les mêmes tours d'eau rouillés s'élevaient encore contre le ciel, comme des sentinelles d'un passé que je n'avais jamais pu enterrer. J'ai passé 12 ans à construire des murs en moi, croyant qu'ils me protégeraient, qu'ils garderaient cet endroit hors de ma vie pour toujours. Mais me voilà, franchissant la ligne invisible que j'avais juré ne jamais recroiser. L'air semblait lourd, comme si la ville elle-même connaissait mon histoire. Mon portable n'arrêtait pas de vibrer sur le siège passager, clignotant avec des messages et des appels manqués de ma mère et de mon frère. Danny, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. Donne-nous une chance. Les mots brillaient sur l'écran, mais je n'ai pas touché le téléphone. Chaque vibration était comme un coup à une porte verrouillée dans ma poitrine. J'ai passé en voiture devant le restaurant où Jessica riait autrefois avec ses amis, pendant que je passais la tête baissée, brûlant sous les regards et les chuchotements. L'enseigne au néon clignotait encore, fatiguée, contre le crépuscule. Et puis, comme si le destin voulait me tester, j'ai entendu une voix derrière moi. Danny. Danny Walker. Je me suis retourné et figé. Tom Harris et Caleb Reed. Deux visages que je n'avais pas vus depuis le lycée. Un jour, ils avaient été mes amis, coéquipiers, les garçons qui juraient, sous les lumières du vendredi soir, qu'ils ne s'abandonneraient jamais. Tom s'est arrêté à quelques mètres, se grattant la nuque. Les cheveux clairsemés, le ventre un peu plus gros, mais les yeux portaient encore le même poids de culpabilité que la nuit où le mensonge de Jessica a tout détruit. Mec, je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Caleb a regardé le sol, mal à l'aise. On a entendu que tu étais parti pour toujours. Il a respiré profondément. Danny, écoute, nous sommes désolés. À l'époque, quand Jessica a dit ce qu'elle a dit, aucun de nous. Il n'a pas terminé.
La honte a écrasé ses mots. Vous ne m'avez pas cru. J'ai complété, plus froid que je ne le voulais. La mâchoire de Tom s'est contractée. Nous aurions dû croire. On savait que ça n'avait pas de sens. Seulement, on ne voulait pas se mêler. Tout le monde était contre toi. Et on a suivi la foule. On n'aurait pas dû. J'ai regardé les deux. Les alliances à leurs mains brillaient sous la lumière des réverbères, pendant qu'ils parlaient de leurs épouses, de leurs enfants, des vies qu'ils avaient construites, pendant que je luttais pour survivre à 3 états de distance. Chaque mot rendait l'habillement entre nous encore plus grand. J'ai forcé un sourire sec. Je suis content que tout ait marché pour vous. Et puis je me suis éloigné, laissant leur voix résonner derrière moi jusqu'à ce qu'ils abandonnent enfin. Cette nuit-là, j'ai rencontré Oncle Bob dans une petite cafétéria aux abords de la ville. L'odeur de café et de friture remplissait l'air, mêlée au murmure des habitants. Quand je l'ai vu, ma poitrine s'est serrée. Il avait vieilli, les cheveux maintenant presque tous gris, le corps plus maigre, mais le regard était consumé par une tristesse qui le rongeait de l'intérieur. Il s'est levé quand je me suis approché et a tenu ma main avec les deux siennes. « Dunny », a-t-il dit, la voix basse, comme s'il craignait qu'elle se brise. « Je suis content que tu sois venu. Je pensais que tu ne viendrais pas. » Je me suis assis en face de lui, sentant le poids de toutes ces années. « Pourquoi m'as-tu cherché ? Après tout ce qui s'est passé. » Ses épaules se sont affaissées. « Parce que quelqu'un devait te dire la vérité sur ton père. » Mon estomac s'est retourné. Il a continué. Il n'était pas l'homme que tu te souviens à la fin. Le Dunny portait du regret tous les jours. Il n'a jamais cessé de penser à toi. La vieille colère est montée à la gorge. Il m'a chassé. Il m'a regardé dans les yeux et a dit que je n'étais plus son fils. Il n'a même pas voulu savoir si c'était vrai. Les yeux de Bob se sont assombris de douleur. Tu as raison. Il a échoué avec toi. Mais ces dernières années, ça l'a détruit de l'intérieur. Il a essayé de te trouver, Dunny. Il a engagé un détective privé l'année dernière. Il a acheté un billet d'avion. Il allait te chercher personnellement, demander pardon. Le mot pardon m'a frappé comme un coup. Mon air a disparu. Ça ne peut pas être vrai. Si, c'est vrai, a murmuré Bob. Mais une crise cardiaque l'a emporté des jours avant le voyage. Il est mort avant d'avoir pu réparer les choses. J'ai porté la main à mon visage, essayant de contenir le tremblement. Les larmes sont venues, chaudes, incontrôlables. Pendant des années, j'avais cru que mon père me haïssait. J'avais cru qu'il était mort en me voyant comme un monstre. Et maintenant, le destin me livrait cette cruauté. Il ne me haïssait pas à la fin. Il voulait me voir. Il voulait me pardonner. Ma voix a failli. Il est mort en pensant que j'étais coupable, mais même ainsi, il voulait me pardonner. Oncle Bob a serré ma main avec force. Oui. Il voulait la paix. Il voulait la famille réunie à nouveau, même sans pouvoir effacer le passé. Ensuite, il m'a emmené au bureau de l'avocat. Le bâtiment était petit, façade de briques, avec les fenêtres brillant doucement sous le crépuscule. À l'intérieur, l'avocat nous attendait, un homme sérieux, aux lunettes fines et expression contenue, avec un dossier déjà ouvert sur la table. Il l'a poussé dans ma direction, la voix calme, plus grave. Ton père a tout préparé. Il voulait que tu aies ça, Daniel. Mes mains tremblaient pendant que je lisais les documents. Un compte bancaire. 240 000 $, économisés et investis au fil des ans. Et, en plus, un acte de propriété. Une maison au bord du lac. Un endroit dont je me souvenais de l'enfance, où je courais pieds nus sur l'herbe, avec le soleil se reflétant sur l'eau comme du verre liquide. Ma gorge s'est fermée. Les larmes sont venues sans contrôle. Mon père, l'homme qui m'avait tourné le dos, me laissait cela. Une planche de salut, une chance de recommencer. Il est mort en croyant que j'étais coupable. Mais, quand même, il voulait que j'aie un avenir. Il voulait que je sois, d'une certaine façon, encore lié à la famille. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, les sanglots me déchirant de l'intérieur. Il n'a jamais su la vérité. Il n'a jamais su ce qu'elle avait fait. La voix d'oncle Bob est venue douce, comme un murmure fatigué. Mais il savait qu'il t'aimait. Et, à la fin, cela a été suffisant pour lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu rentrer chez moi. Au lieu de cela, je suis allé dans un bar à la sortie de la ville, lumière faible, l'air lourd de fumée et de murmures d'inconnus. Un verre de whisky est resté intact devant moi. Je le regardais et ne voyais pas mon reflet, je voyais le garçon de 18 ans que j'étais. Brisé, rejeté, chassé de chez lui. Le raclement d'une chaise m'a tiré de mes pensées. J'ai tourné le visage et ma poitrine s'est serrée. C'était Mark, le mari de Jessica. Le visage abattu, les yeux durs,
déterminé. Il s'est penché vers moi, la voix ferme, mais chargé de quelque chose entre colère et désespoir. J'ai besoin de la vérité, Daniel. Toute. Raconte-moi ce qu'elle a fait. Je l'ai regardée dans les yeux, sans vaciller. Elle a menti. Elle a fini avec moi. À 18 ans, j'ai dû abandonner l'école. J'ai perdu ma famille, mon avenir. Je suis parti de cette ville en disgrâce, pendant qu'elle faisait l'université avec leur argent. Et pendant 12 ans, j'ai vécu avec le poids de ce mensonge qui m'écrasait. La mâchoire de Marc s'est contractée. Les poings serrés sur le comptoir. Elle a détruit ta vie. Et elle pensait ne jamais payer pour ça. A-t-il dit, la voix grave, presque grognée. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer impunément, Daniel. Elle doit répondre de ce qu'elle a fait. Poursuis-la. Porte ça devant la justice. Ne laisse pas qu'elle ruine ta vie et reconstruise la sienne comme si de rien n'était. Ces mots m'ont traversé comme du feu, rallumant quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. La fin de justice. De retribution. De récupérer tout ce qui m'avait été volé. Maintenant, assis à mon bureau, avec l'acte de la Maison du Lac à côté de moi et la lueur de l'écran illuminant mon visage, je peux encore entendre la voix de Marc résonner dans mon esprit. Pendant longtemps, je n'ai voulu que de la distance. Mais peut-être que la distance ne suffit pas. Mise à jour 2. Le sommeil ne m'a pas trouvé cette nuit-là. Je me suis tourné et retourné sur le matelas de la Maison du Lac, encore à moitié en rénovation. Le ventilateur de plafond faisait un son doux et rythmé, comme le tic-tac d'une horloge que je n'arrivais pas à faire taire. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de mon père. Les rides semblaient plus profondes que dans les souvenirs, et les yeux, voilés par la déception, me suivaient encore dans l'exil. Il est allé au tombeau en croyant que j'étais coupable. Et c'était la vérité qui m'étouffait le plus. Mais une autre vérité essayait de se frayer un chemin à la surface. Une que ma cousine avait cachée pendant plus d'une décennie. L'orage a éclaté l'après-midi suivant. Les ragots se sont répandus rapidement dans les couloirs de l'hôpital. Chuchotés par les infirmières, entendus par les visiteurs et portés par la ville comme du feu dans de la paille sèche. La nouvelle m'est parvenue par un message tard dans la nuit, envoyé par Matthew, un ami du lycée avec qui je n'avais pas parlé depuis mes 18 ans. Dan, tu dois savoir ça. Elle a fait des tests avec Siga. Sexe. Et enfin, ils ont trouvé le vrai père. C'est Alverson, le prof d'éducation physique. Tu y crois? Le portable est tombé de ma main. Je suis resté à fixer la pénombre de la chambre, le nom résonnant dans mon esprit. M. Alverson. Le prof d'éducation physique qui criait pour que je cours jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Qui souriait avec mépris quand je n'arrivais pas à monter à la barre. Qui vivait au bord de la ville, dans cette vieille maison à la peinture écaillée. Ma cousine avait détruit ma vie, pointant un doigt tremblant vers moi. Pendant qu'elle était avec lui tout le temps. La colère est venue froide et suffocante, comme de la glace brûlant sous la peau. J'ai pensé au visage de mon père. Aux mots durs de ma mère. Au silence complice de mon frère. Tous avaient cru en elle. Et tout le temps, la vérité pourrissait juste sous la surface. Le matin suivant, j'étais au bureau de Richard Crowley, un avocat indiqué par un ancien collègue. L'endroit sentait la poussière et le cuir vieux. Les étagères pleines de livres lourds semblaient n'avoir pas été touchées depuis des années. Il m'a fait signe de m'asseoir et m'a analysé avec des yeux attentifs, incisifs. « Raconte-moi tout », a-t-il dit. Et je l'ai fait. Chaque détail. L'accusation. La trahison de ma famille. La petite amie qui m'a abandonné. Les années d'exil. Richard a écouté sans interrompre, la plume griffonnant fermement un bloc jaune. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise, tapotant légèrement la plume sur la table. « Daniel, tu as un dossier. Ce n'est pas juste une tragédie personnelle. C'est de la diffamation, de la calomnie, des dommages qui se sont étendus sur 12 ans. Le mensonge de ta cousine t'a coûté l'éducation, la réputation et la famille. Maintenant, avec le test ADN et les confirmations de l'hôpital, nous avons l'avantage. Un dossier solide. Si tu es prêt à te battre, je peux t'aider. » J'ai dégluti. Mes mains tremblaient. Mais, pour la première fois en de nombreuses années, j'ai senti quelque chose brûler en moi. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était un but. En sortant du bureau, j'ai conduit jusqu'à la Maison du Lac, le dernier cadeau de mon père. Elle semblait fatiguée, comme si elle attendait que quelqu'un l'aime à nouveau. Les volets fissurés, les marches du porche s'affaissant. Et l'herbe montant le long des murs comme si elle réclamait possession. Je suis resté debout avec la clé dans la paume de la main et j'ai murmuré dans le vide. « Tu voulais que j'aie ça, papa. Peut-être que c'est ici que tout recommence. »
Réformer la maison est devenu ma thérapie. L'odeur de sueur. La texture du bois poncé. Le son ferme du marteau frappant les clous. Tout cela m'apportait du calme, mais me mettait aussi face à face avec mes fantômes. Un après-midi, je suis entré dans le magasin de matériaux de construction pour acheter de la peinture et des outils. L'air était chargé de l'odeur de bois fraîchement coupé et de solvant, les étagères débordant de pots de peinture aux couleurs vives, de vis alignées en rangées parfaites, de marteaux suspendus comme des trophées. J'ai pris un panier, commencé à remplir avec des pinceaux larges pour les murs, des rouleaux pour les finitions, une boîte de clous galvanisés pour renforcer les planchers qui grinçaient encore sous mes pas la veille. Le caissier, un homme d'âge mûr avec une casquette usée, m'a regardé 2 fois, comme s'il essayait de placer mon visage dans une mémoire lointaine. « Vous êtes le fils Walker, hein ?» a-t-il demandé, la voix basse, presque respectueuse. J'ai hoché la tête, sans un mot, payé en espèces pour éviter les cartes qui pourraient laisser une trace. En sortant, le soleil cognait dur sur le parking, la chaleur montant du bitume en vagues visibles. J'ai chargé les sacs dans le coffre de ma camionnette, le métal brûlant sous mes doigts, et c'est là que je l'ai vue. Jessica. Debout près d'une voiture garée à quelques places, les cheveux attachés en un chignon désordonné, le visage pâle et tiré, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle tenait un sac de course d'une main, l'autre serré sur son téléphone, les yeux fixés sur l'écran comme si elle attendait un miracle qui ne viendrait jamais. Quand elle a levé la tête et m'a vu, son corps s'est raidi, les lèvres s'entr'ouvrant sans qu'aucun son en sorte. J'ai senti la rage monter, chaude et familière, mais je l'ai contenue, la laissant bouillir sous la surface. Elle a fait un pas hésitant vers moi, la voix brisée. « Daniel, s'il te plaît, attends. » J'ai claqué le coffre, me suis tourné vers elle, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu veux, Jessica ?» Ses yeux se sont remplis de larmes instantanément, mais je n'ai pas bougé. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Mais Sam, il va mourir sans la greffe. Et maintenant, avec tout ce qui s'est passé, Marc m'a quitté, la famille me tourne le dos, je n'ai plus rien. Sa voix s'est cassée, un sanglot étouffé. J'ai menti. Je sais. J'étais terrifié à l'époque, enceinte à 17 ans, et Alverson, il était marié, il m'a dit de me taire, de trouver quelqu'un d'autre à blâmer. J'ai paniqué, et c'était toi. Les mots sortaient en cascade, comme si elle les avait répétés 1000 fois dans sa tête. Je suis désolé. Tellement désolé. Si tu pouvais juste aider Samedi. Il est innocent dans tout ça. J'ai ri, un son amer qui a résonné dans le parking vide. Innocent. Comme je l'étais. Tu as détruit ma vie pour couvrir la tienne, et maintenant tu viens me demander de l'aide? Elle a baissé la tête, les épaules secouées de sanglots. Je paierai. Je te rembourserai tout. Je confesserai publiquement. Juste, sauve mon fils. J'ai fait un pas plus près, la voix basse, contrôlée. Tu paieras, oui. Mais pas comme tu penses. J'ai déjà parlé à un avocat. Diffamation, calomnie, dommages et intérêts pour 12 ans de souffrance. Tu vas tout perdre, Jessica. Ta maison, ton argent, ta réputation. Et Sam. Les médecins trouveront un donneur. Mais ce ne sera pas grâce à toi. Ce sera malgré toi. Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés de terreur. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Je suis monté dans la camionnette et démarré le moteur, et suis parti sans un regard en arrière, la laissant seule sous le soleil impitoyable. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Le procès a commencé rapidement. Richard a déposé la plainte, soutenu par les tests ADN, les dossiers médicaux de l'hôpital, les témoignages de Matthew et d'autres qui avaient entendu les rumeurs sur Alverson. Jessica a essayé de se défendre, mais ses mensonges s'effritaient un à un. Alverson, confronté à la vérité, a avoué l'affaire, a perdu son poste, sa femme, sa liberté arrêtée pour corruption de mineurs. La famille, choquée, s'est retournée contre Jessica. Ma mère et Michael ont assisté aux audiences, assis au fond, les visages ravagés par la culpabilité. À la fin, le juge a statué en ma faveur. Jessica a été condamnée à payer 1,2 million de dollars en dommages, tout ce qu'elle possédait, plus une partie de ses futurs revenus. La maison qu'elle partageait avec Marc a été vendue, les cartes de Noël ont cessé, les photos souriantes ont disparu des réseaux. Sam a reçu une greffe d'un donneur anonyme, un miracle médical qui n'avait rien à voir avec elle. Il a survécu, mais Jessica l'a perdu dans le divorce, Marc obtenant la garde exclusive. Moi, j'ai fini la maison du lac. Chaque coup de pinceau, chaque planche posée, effaçait un peu plus le passé. J'ai engagé une équipe, transformé le vieux chalet en une résidence moderne, avec de grandes baies vitrées donnant sur l'eau scintillante, un ponton privé où je pêche au lever du soleil. Les 240 000 $ de mon père ont été investis, multipliés par mon entreprise en pleine croissance.
Émilie a essayé de revenir. Un message laconique. J'ai compris maintenant. On pourrait recommencer. J'ai supprimé sans répondre. Ma vie était complète. Un soir, assis sur le ponton, une bière fraîche à la main, le soleil couchant peignant le lac en or et rose, mon téléphone a sonné. C'était Michael. Danny, la maison est à toi maintenant. Maman veut te voir. Elle est malade. J'ai regardé l'horizon, senti la paix pour la première fois. Dis-lui de venir. Mais à mes conditions. Elle est venue le lendemain, frêle, les yeux rougis. Nous avons parlé pendant des heures. Pas de pardon facile, mais un début. La famille ne serait plus jamais la même, mais les murs que j'avais construits commençaient à s'ouvrir. J'ai pardonné à mon père dans mon cœur, visité sa tombe avec une fleur, murmuré, je sais maintenant. Et pour Jessica, elle vit dans un petit appartement, travaille comme caissière, porte le poids de ses choix tous les jours. Je ne la hais plus. La justice a été faite. Aujourd'hui, je suis Daniel Walker, architecte accompli, propriétaire d'une entreprise florissante, maître de ma destinée. La maison du lac est mon sanctuaire, un symbole de renaissance. J'ai reconstruit non seulement des murs, mais une vie. Et quand je regarde l'eau calme, je sais, la vérité guérit, la justice libère, et le temps, enfin, m'appartient. L'histoire est close. Mais ma vie continue, plus forte que jamais.